Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Alors, je propose aux participants et aux participantes de déverrouiller déjà leur micro, si vous êtes d'accord, bien sûr. Ouais. Alors, bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Je vous propose qu'on attende quelques instants, qu'on ait un peu plus de participants connectés. Comme ça, je peux tousser. Dans le coude, dans le coude. Oui, mais je suis seule. Je respecte parfaitement toutes les distances de sécurité avec moi-même. Voilà. Allez, bon, on va commencer. Rebonsoir à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Laborde, je suis directrice générale de TETU et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième webinaire organisé par l'équipe de TETU Connect autour des thématiques de tech et d'inclusion. Un petit mot rapide pour vous rappeler ce que sont TETU et TETU Connect. TETU, vous le savez, c'est le média de référence de la communauté LGBT+, qui a été repris il y a maintenant 2 ans par Albin Servian, associé à Hervé Labeille. Mais aujourd'hui, TETU, c'est plus qu'un média. TETU, c'est une marque qui se diversifie et qui déploie ses valeurs d'inclusion et de célébration de la diversité dans de nouvelles activités, qu'elles soient événementielles, avec par exemple le festival Paris et TETU, mais TETU se déploie aussi sur une activité B2B, TETU Connect, qui nous réunit ce soir. TETU Connect, c'est le premier forum qui réunit des entreprises autour des questions d'inclusion et de valorisation des talents LGBT+. Parce que nous avons la conviction que dans le monde de demain, ce monde que nous sommes en train de construire aujourd'hui, si les entreprises souhaitent attirer et garder les talents en leur sein, elles ne devront pas seulement mettre en avant leur politique de profit, elles devront également, et pourquoi pas surtout, valoriser leur politique de diversité, leur politique de care. Et ce sont ces sujets autour desquels nous allons réfléchir aujourd'hui avec un prisme, tech et inclusion, les pièges à éviter, les outils au service de la diversité. Ainsi, je suis heureuse de vous présenter nos invités de ce soir et je les remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer à cet échange. Aurélie Jean, CEO de In Silico Veritas, autrice de L'apprentissage fait la force aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir. Flora Melkaïm, directeur juridique de Google, exécutive lead du réseau LGBT+ de Google. Bonsoir à tous. Sandrine Charpentier, CEO de Mixity. Et Jean-Louis Carvès, responsable diversité chez IBM. Merci à eux donc, mais aussi merci à vous d'assister à cet échange. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette discussion dans le chat qui est prévu à cet effet ou à lever la main pour poser une question en vidéo. Alors avant de laisser la parole à nos invités, je vais juste ajouter quelques mots pour contextualiser cette discussion. Comme nous l'a montré de façon frappante cette période de pandémie, notre quotidien s'est quasi entièrement digitalisé. De la visioconférence avec son patron à l'apéro qui dure 3 heures sur House Party, je pense que chacun a pu s'en faire sa propre expérience. Ces outils numériques, qu'ils soient des plateformes ou des algorithmes, ils nous accompagnent, a priori, pour faciliter nos activités. Mais la question peut se poser de savoir s'ils sont réellement inclusifs. En effet, ne crée-t-il pas de fracture entre celles et ceux qui les créent, celles et ceux qui les maîtrisent, celles et ceux qui y ont ou pas accès? Ne permettent-ils pas aux discriminations, et notamment envers les personnes LGBT+, de s'y développer? Alors, nous, on vous propose de diviser cette discussion en 3 parties, et je vous le redis, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cet échange. On va d'abord faire un focus sur les outils du numérique, un deuxième sur les usages, et puis un dernier sur ce qui peut toucher à la formation et à ce qu'on appelle aussi souvent la fracture numérique. Alors, pour commencer, on va parler des outils. Alors, ma première question, je vais la poser à Aurélie. Aurélie, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'abord ce qu'est un algorithme et est-ce qu'un algorithme peut devenir discriminant? Oui, merci Elisabeth. Donc, comme tu l'as dit, on utilise des outils au quotidien qui utilisent de l'intelligence artificielle plus ou moins sophistiquée. Et derrière ça, en fait, il y a des algorithmes qui tournent sur de la donnée, sur de la data.
Et donc, un algorithme, c'est quoi? Un algorithme, c'est tout simplement en fait une séquence d'opérations qui s'exécute selon une certaine logique, une certaine hiérarchie pour répondre à une question ou résoudre un problème. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithmes, en fait, c'est des algorithmes numériques. C'est-à-dire c'est ceux qui sont destinés à être implémentés dans un code de calcul pour tourner sur un ordinateur, donc tourner en fait créer un exécutable qui va tourner dans des outils tels qu'une application sur notre téléphone mobile ou une caméra, peu importe, enfin, n'importe quel outil en fait qu'on utilise au quotidien dans notre travail ou dans notre vie de tous les jours. D'accord. Et donc, Oui, est-ce qu'un algorithme peut être discriminant? Alors oui, c'est pas l'algorithme qui discrimine, qui est responsable de cette discrimination, mais c'est nous humains. Donc c'est ce que je dis souvent, il ne faut pas culpabiliser les algorithmes, ça n'a aucun sens même d'un point de vue juridique, parce que ce n'est pas une personne physique ou morale. Donc l'idée, c'est qu'on a tous des biais cognitifs. On voit les choses et les êtres de manière différente en fonction de notre histoire, de notre culture, de notre religion, de notre couleur de peau, de notre langue, etc., etc. Et en fait, par ces biais, on peut transférer ces biais aux choses qu'on conçoit. Ça peut être un texte, une image, ça peut être un objet tangible et ça peut être un algorithme. Et donc, en fait, je donne souvent cet exemple, mais par exemple, les premiers algorithmes de reconnaissance faciale ne reconnaissaient pas les peaux noires. Pourquoi? Parce que c'était un biais algorithmique qui provenait d'un biais cognitif des concepteurs principalement blancs. Donc, quand je dis ça, ce n'est pas la faute des concepteurs, c'est plus compliqué que ça. Je pourrais expliquer aussi technologiquement ce qui s'est passé et pourquoi l'algo a discriminé les noirs en fait, dans la reconnaissance faciale. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour expliquer qu'un biais cognitif de notre part peut se transformer en biais algorithmique qui mène possiblement à ce qu'on appelle de la discrimination technologique. Oui, donc comme tu dis, en fait, si je suis bien, ces algos, ils ne sont pas neutres. Et pour prendre un autre exemple assez concret, et jusqu'à très récemment, en fait, quand on tapait le mot lesbienne dans la barre de recherche Google, les premiers sites qui remontaient, les premières propositions, c'était que des sites porno. Alors, du coup, donc on voit qu'effectivement, les algos ne sont pas neutres. Et à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est qu'une tweeteuse dont le nom de tweeteuse est SEO lesbienne a fait pression sur Google pour justement que Google fasse évoluer son algorithme. Et peut-être, Yoram, est-ce que tu peux nous expliquer comment ce mécanisme fonctionne, notamment d'ailleurs sur le plan juridique? C'est intéressant aussi d'avoir ce prisme-là. Oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai que c'était un exemple qui est arrivé l'été dernier et qui a été réglé après quelques mois, et qui a une belle illustration de ce que disait Aurélie sur le fait qu'un algorithme en lui-même n'est pas discriminant, mais il peut refléter ou accentuer des discriminations existantes. Dans le cas des recherches sur le mot lesbienne, ce qu'on constatait, c'était que, et c'est probablement toujours le cas, il y a beaucoup plus de pages de sites porno qui utilisent ce mot que de pages de sites non porno. Et si l'algorithme ne faisait pas, en tout cas, adopter une position beaucoup plus quantitative, évidemment, c'est toujours les sites porno qui allaient avoir le devant parce qu'ils dominent complètement le volume de pages sur le web. On peut aussi imaginer que parmi les gens qui font la recherche lesbienne, il y a aussi beaucoup de gens qui recherchent du porno. Donc, c'est là qu'il faut finalement sortir un peu de la neutralité et dire, si notre objectif, c'est la pertinence, et si on estime qu'il y a quand même beaucoup de gens qui recherchent ce mot-clé-là, qui ne cherchent pas du porno, comment corriger ce biais et remettre finalement plus de poids à des résultats plus pertinents et plus justes dans la représentation des lesbiennes. La difficulté ici, c'est de ne pas le faire manuellement en essayant de faire le ménage sur tel ou tel résultat, parce que ça ne fonctionnera jamais, puisqu'on est sur un terrain dynamique où il y aura toujours de nouvelles pages, des nouveaux contenus. C'est essayer de remonter en amont sur le système, sur l'algorithme, pour dire quels sont les signaux qui sont davantage pertinents et qui devraient compter davantage pour classer les résultats. Et donc, c'est ce qu'on a pu faire, mais c'est aussi pour ça que ça a mis plus de temps. On aurait pu faire quelque chose de vite et bien si on veut, mais en fait, ça n'aurait pas duré très longtemps. Il fallait essayer de remonter plutôt à la source, essayer de mieux comprendre les signaux pour mieux restituer. Donc, alors, pour vous donner un exemple, je crois que sur l'année dernière, il y a eu 3200 mises à jour de l'algorithme de Google, donc plusieurs dizaines, voire parfois centaines par jour, pour essayer à chaque fois d'améliorer la pertinence des résultats et de mieux comprendre ce qui est sur le web. Jean-Louis, je sais que IBM aussi a développé un outil pour parer en fait les biais des outils d'intelligence artificielle. Si tu peux nous en dire quelques mots. Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'effectivement, comme ça fait quand même maintenant 36 ans qu'on a mis le
l'orientation sexuelle dans notre politique diversité, c'est des choses auxquelles on pense pas mal. On a la chance d'avoir aussi une équipe de IBM Research, IBM Research, qui est pas mal orientée sur ces sujets-là. Et donc, effectivement, on a conçu un certain nombre d'outils qu'on a mis en plus dans le domaine public via GitHub, via l'open source, choses comme ça. Le premier, pour faire référence à ce que disait Aurélie, on a publié il y a quelques années une database de visages qui a à peu près 1 million de visages qu'on a étiqueté un projet qui s'appelle Diversity in Faces, vous pouvez retrouver en cherchant sur le web, et qui va aider pour les algorithmes de reconnaissance faciale. Pour les autres algorithmes, effectivement, il y a les problématiques de biais dans les données, dans l'algorithmique et dans la façon dont on l'utilise. Donc, on a conçu un outil qui permet non pas d'aller débusquer tous les biais, puisqu'on sait que sur les biais humains, il y en a à peu près 180 qui ont été identifiés, donc on n'a pas la prétention de les adresser tous, mais au moins au travers d'un ensemble d'outils dans lequel on a mis et de la technologie IBM qu'on utilise dans nos produits Watson, etc., on a mis à disposition des outils qui permettent d'aller chercher dans ces différentes phases les pistes possibles de biais. Et ça, vous pouvez le trouver si vous allez chercher si vous faites un Google sur AI Fairness, c'est-à-dire équité de l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir trouver ces outils qui sont capables d'aller débusquer un certain nombre de biais potentiels et d'éviter que vos algos soient trop biaisés. Ils le seront toujours un peu de toute façon. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le chat, juste à votre droite, il y a une question de Michael sur le jeu vidéo qui nous dit que dans le jeu vidéo, nous avons souvent des problèmes d'intersectionnalité dus aux biais inconscients qui vont accentuer les stéréotypes chez nos joueurs. Est-ce que l'un de vous a envie de prendre cette question? Alors, c'est quoi l'intersectionnalité? Alors, l'intersectionnalité, c'est le fait d'avoir plusieurs discriminations ou plusieurs spécificités. Par exemple, une femme noire, on est dans l'intersectionnalité puisqu'on peut être concerné par plusieurs sujets discriminants. D'accord. Quand on adresse ces problématiques de discrimination, on essaie de travailler sur on va dire la base commune de toutes les discriminations, qui sont effectivement les biais, reconnaître ces biais et s'éduquer, dont on parlait tout à l'heure de formation, on est en plein dans le sujet. Dans le jeu vidéo, effectivement, c'est un vrai sujet. Alors, pour rebondir sur ce que disait Aurélie et Jean-Louis, au-delà des biais inconscients qu'on peut avoir quand on conçoit les algos, il y a aussi le jeu de données sur lesquels reposent ces algos. Et ces jeux de données, ils reposent sur des historiques de données. Et si ces données sont liées finalement à des choses qui se répètent, mais qui privilégient certaines populations, c'est ce que disait Hiram sur l'algorithme Google, évidemment, on arrive finalement à des résultats qui sont biaisés. Donc, c'est aussi important, au-delà des non-discriminations, enfin des biais non intentionnels à corriger, chez les humains, c'est aussi important de contrôler ces données, justement pour regarder sur quelle base, quel historique ces données reposent et comment on va réajuster les choses, parfois en rajoutant des éléments qui vont permettre d'adapter l'analytique et d'assurer une certaine équité, en fait. Et donc, pour répondre au sujet de l'intersectionnalité, sur le jeu vidéo, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, il y a déjà peu de femmes qui conçoivent des jeux vidéo. Il y a peu de diversité aussi dans les personnes qui conçoivent ces jeux. Et puis, c'est une préoccupation qui est importante. Si je fais le parallèle avec l'univers de la musique et notamment Spotify, j'imagine beaucoup d'entre vous utilisent. J'entendais des data scientists qui disaient récemment que, par exemple, ils avaient analysé justement leur jeu de données, leur data autour des personnes qui étaient auteurs de chansons, d'albums et qui étaient sponsorisées, valorisées par Spotify. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait 30% de femmes qui étaient auteurs d'albums ou de textes de chansons.
Et si on prend l'intersectionnalité, il y avait seulement 1% de femmes noires qui écrivent et qui sont auteurs de chansons chez Spotify. Et donc, en analysant ces données, en ayant un contrôle sur ces éléments, ils se sont donnés pour objectif d'aller chercher des femmes noires pour les encourager à écrire, à sortir aussi des contenus, pour réajuster, réaligner ces enjeux. Donc, il y a vraiment une prise de conscience et la donnée qui peut permettre aussi d'améliorer l'équité et la représentation des différentes minorités. On va inviter Mickaël à monter sur scène. Il y est. Il a juste pas sa caméra, mais il y est. Alors Mickaël, si tu veux rebondir sur ce qui vient d'être dit. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Oui. Enchanté, donc, je suis Mickaël Delova, je suis game designer chez Ubisoft à Montpellier. Et le sujet des biens conscients m'intéresse beaucoup parce que j'y suis confronté assez régulièrement sur des choix qui sont faits sur les jeux vidéo, effectivement par des personnes qui vont rapidement rentrer dans des images stéréotypées. Un exemple, et on se posait la question d'avoir potentiellement un des personnages de notre jeu qui pourrait être lesbienne. Et l'ensemble des personnes sur ce sujet-là a de suite proposé le seul personnage qui était la fille aux cheveux courts, un peu badass. Et voilà, et de suite, ils se sont dit, ah oui, on s'était dit, elle, ce serait une super idée qu'elle soit lesbienne. Et je dis, ouais, mais c'est tellement stéréotypé en fait pour qu'on ne se dise pas que c'est le héros super fort qui est gay, quoi. Il y a toujours des initiatives comme ça qui sont à la base qui partent d'un sentiment positif, un bon sentiment, mais qui est souvent très maladroit, quoi. Et c'est effectivement un manque peut-être de connaissances sur le sujet ou de sensibilité sur le sujet. Et il y a un vrai travail d'évangélisation au sein des prods, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs, pour sensibiliser. Sachant que pour le coup, des plateformes comme Twitch réunissent beaucoup de gamers LGBT+. Et oui, énormément, donc, et donc c'est vrai qu'il y a une vraie communauté sur cette plateforme-là en particulier. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve avec des jeux qui souvent ne correspondent pas à la réalité. Même si souvent les jeux sont fantastiques et complètement imagés, voilà, mais en revanche, les clichés LGBT se retrouvent dans des jeux complètement imagés. Donc, c'est effectivement un vrai sujet. Donc, merci beaucoup, Mickaël. Avec plaisir. Il y a un vrai sujet de diversité des équipes créatives. Ouais. Pour faire que ces biais-là, au moins, ils soient pondérés par d'autres qui disent non, là, ça ne peut pas aller, on ne peut pas mettre ça. C'est le cas pour les séries télé. Il y a des séries, des équipes de showrunners sur que ce soit Netflix ou d'autres plateformes Ce que ça montre aussi dans notre discussion, c'est qu'il y a autant des solutions techniques, comme aller faire des tests de représentativité d'échantillons de data sur lesquels l'algorithme apprend, ou faire des tests sur l'algorithme après apprentissage pour tester des données dites synthétiques, pour aller voir comment l'algorithme réagit, etc., etc. Et puis, il y a des solutions humaines, comme l'a dit Jean-Louis, qui va être justement d'aller faire travailler des gens différents ensemble. Moi aussi, j'inclus beaucoup les gens du métier avec moi, parce que je ne peux pas développer des algos seuls, et je ne peux le faire efficacement que si je le fais avec des gens du métier, et les gens du métier, du coup, ont un regard plus critique sur ce que je développe, parce qu'ils sont dans le métier. Donc, et souvent, ce sont des gens très différents de moi, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a plein de manières de faire, autant techniques que des solutions humaines pour débiaiser, ou en tout cas éviter l'apparition de biais algorithmiques. Et alors, juste, il y a une question de Jules sur le terme d'algorithme qui dit « Pourquoi le terme algorithme est-il désormais partout? Que désigne-t-il vraiment? Nous avons tous appris l'algo de division euclidienne à l'école primaire. » Alors, et pourtant, le mot semble désormais désigner du neuf. A-t-il chassé l'IA du discours à la mode? C'est une très bonne question. Donc, la division euclidienne, c'est la division qu'on apprend en primaire, mais peut-être que Jules fait référence, je pense, aussi à un algorithme qu'on apprend au collège ou au lycée, je ne sais plus, et qui est le calcul du plus grand commun diviseur, en fait, qui se fait avec l'algorithme d'Euclide, le diviser pour régner, donc qui est un algorithme itératif. Donc, pour répondre à Jules, en fait, le mot algorithme, c'est un mot qui est très ancien, puisqu'il date du 9e siècle, qui vient du nom latinisé algorithmie du mathématicien perse Al-Khwarizmi, dont vient aussi le mot algèbre. Mais le principe même de raisonnement algorithmique date même,
tout le monde vous le dira, date même de l'époque d'Euclide, 3 siècles avant notre ère, avec entre autres son livre Les éléments, où il développe des éléments géométriques, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des maths, c'était de la géométrie, pour essayer de démontrer des théorèmes et résoudre des problèmes. Donc avec un raisonnement logique algorithmique. Donc en fait, le mot algorithme est très très ancien, et c'est pour ça que moi je fais souvent la différence entre l'algorithme au sens historique de l'algorithme numérique qu'on utilise aujourd'hui, qui est destiné à être codé dans un programme informatique. Donc oui, il est à la mode parce qu'en fait, il est dans tous les outils qu'on utilise au quotidien. Dès que vous entendez le mot intelligence artificielle, en fait, derrière, il y a des algos qui tournent. Des algos explicites, des algos apprenants, peu importe, mais en tout cas, il y a des algorithmes. Donc voilà, c'est juste pour ça, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est un terme qui est ancien. Et donc, pour répondre à Jules, quand il parle de division euclidienne, je pense ce à quoi il pense, c'est justement l'algorithme d'Euclide pour calculer le commun diviseur. Ok. Ces algorithmes, justement, et tous les outils de la tech, de façon très générale, ils nous permettent de récolter de la data. Cette data, et c'est là où donc on va pouvoir évoluer aussi vers notre deuxième pilier qui est le sujet des usages, cette data, elle peut servir ou pas à favoriser l'inclusion. Et Sandrine, toi chez Mixity, peut-être que tu pourrais nous expliquer comment vous travaillez autour de ces éléments que vous récoltez oui, voilà, quelle est votre façon d'appréhender ce sujet-là et en quoi vous les utilisez, ces data? En fait, avec Mixity, nous, on a créé la première plateforme digitale qui aide les entreprises à créer des environnements inclusifs. Donc, effectivement, notre objectif, c'est vraiment de rendre visibles les différentes minorités, de rendre visibles les spécificités, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société, et notamment dans la tech et dans tout ce qui est développé, on a tendance à créer une tech qui gomme les particularités, où les choses sont lisses et on essaie de trouver un dénominateur commun pour plein de choses. Et nous, ce qu'on a voulu créer avec Mixity, c'est vraiment un outil qui permette, avec la donnée qu'on collecte, de fournir de façon transparente des indicateurs, des scores de diversité et d'inclusion dans les entreprises. Pour ça, on évalue les entreprises sur 5 items, l'égalité entre les femmes et les hommes, le handicap, les origines sociales ou ethniques, les personnes LGBT+, et puis les âges, parce qu'en fait, il y a plein de générations aussi dans les entreprises. Et donc, on est dans cette démarche finalement d'avoir des données pour communiquer de façon transparente où en sont les entreprises sur ces sujets-là et les aider aussi à justement se rendre compte à partir des données qu'on collecte de quels sont leurs enjeux, comment elles peuvent aller plus loin et comment elles peuvent aussi faire de la diversité et de l'inclusion une force. Donc, on va aussi, au travers des évaluations qu'on peut proposer, fournir des outils de pilotage aux entreprises et on va aussi évaluer le sentiment de diversité et d'inclusion des collaborateurs, des collaboratrices de l'entreprise pour aussi aller identifier entre ce que l'entreprise fait et ses engagements, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui aujourd'hui sont engagées sur ces sujets et ont pris conscience que c'était un enjeu stratégique aussi. De voir aussi comment dans les équipes, quels que soient les services, quels que soient les métiers, comment cette inclusion est vécue. Et donc, on va collecter un maximum de données qui n'existent pas dans les entreprises aujourd'hui et qui vont permettre d'adresser ces sujets-là, ces enjeux et de fournir des éléments de lecture pour aller plus loin, pour développer des plans d'action, se rendre compte aussi justement qu'on peut développer des solutions, des programmes ou des dispositifs qui peuvent exclure certains publics ou ne pas inclure parce que simplement ces personnes ne sont pas visibles ou ne sont pas forcément, on ne s'adresse pas forcément à elles. Et l'inclusion, c'est faire en sorte vraiment que chaque voix compte. Donc, que chaque spécificité, chaque particularité, chaque parcours soit reconnu en fait et que voilà, on puisse s'exprimer, être soi au travail comme on peut l'être dans la vie. Voilà. Sachant que juste qu'a dit Sandrine, excuse-moi Elisabeth, parce qu'il y a des choses super importantes qu'a dit Sandrine. La première, c'est que grâce à Mixity, on peut mesurer un certain niveau de diversité. Et en fait, on dit souvent qu'on ne peut changer que ce qu'on peut mesurer. Donc déjà, c'est hyper important. Et le deuxième point, elle a parlé de perception.
Et que vous seriez étonné, c'est que quand tu vas dans une boîte qui a par exemple, je sais pas moi, 10% de femmes ou 20% de femmes, tu demandes aux gens s'ils considèrent que leur boîte est diverse en termes de genre, les gens vont peut-être te dire en majoritairement oui. Donc en fait, il y a une grosse différence entre la perception et la mesure. Et donc Mixity a un rôle hyper important et impactant dans justement la mesure de diversité dans tous les styles, que ce soit l'ethnicité, la religion, le genre, l'orientation sexuelle, etc., que dans la perception qu'en ont les gens. La perception et la mesure, c'est deux choses hyper importantes dans l'évolution de la diversité d'une institution. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire toutes les deux, en fait, on a une question de Déborah. Alors, je ne sais pas, Déborah, si tu souhaites monter sur scène pour poser ta question. Sinon, je vais la poser moi. Question qui s'adressera plutôt, je pense, à Yoram. Effectivement, sur la collecte des data et sur ce qu'on a le droit ou pas de faire, la législation étant extrêmement différente en France et aux États-Unis, par exemple. Je sais qu'Aurélie pourra rebondir aussi, mais peut-être que Yoram, avec l'aspect juridique, peut-être tu pourrais nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Avec plaisir et merci Déborah pour la question. Alors, on a des règles d'abord qui sont dans l'ensemble assez harmonisées maintenant en Europe, hein, c'est le fameux RGPD, mais avec quand même des variantes d'un pays à l'autre et une tradition en France qui est aussi liée aussi à des aspects culturels et historiques. Il y a une vraie crainte de tout ce qui concerne la constitution de fichiers avec des données sensibles, c'est-à-dire orientation sexuelle, mais aussi données de santé, données liées à l'ethnicité, aux opinions politiques, religieuses. Et on sait qu'historiquement, c'était plutôt des fichiers qui étaient utilisés à des fins de discrimination ou de persécution. Aujourd'hui, on a plutôt un désir de traiter ces données plutôt de manière positive, et malgré tout, il y a un cadre juridique qui est là pour les protéger. Ce que je dirais, d'abord, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans traiter des données personnelles. Parce que les règles, en fait, et les restrictions, elles s'appliquent aux données personnelles, c'est-à-dire à partir du moment où on lie le label LGBT, dans ce cas précis, à l'identité d'une personne, soit directement, soit indirectement, avec un identifiant qui permet de remonter à l'individu en question. Donc, ce qui est absolument banni, c'est l'idée qu'on puisse enrichir tout simplement le fichier RH hein, avec le qualificatif d'appartenance LGBT ou autre à côté du salarié. En revanche, il y a bien sûr des tas de traitements, comme pour les données de santé, il y a des manières de les traiter de façon légale, avec le consentement express des individus. Alors, dans le cadre de l'entreprise, ça nécessite d'être sûr que ce consentement est vraiment libre. Donc, le fait de passer par un prestataire, par exemple, ça peut aider aussi à accentuer le fait que chaque salarié peut ou non participer, alors que quand c'est la hiérarchie qui l'exige, on peut estimer que certains peuvent se sentir contraints d'accepter alors qu'ils ne sont peut-être pas d'accord. Il y a des règles par rapport à la sécurité, à l'anonymisation des données une fois qu'on n'en a plus besoin. Donc, c'est très important de définir la finalité de départ. Si c'est pour faire un suivi statistique sur une période donnée pour voir comment est-ce qu'on mesure justement notre progrès par rapport à un objectif, eh bien, pendant cette période-là, c'est très bien. On peut d'ailleurs peut-être, une fois qu'on a collecté les données, on pourrait déjà peut-être les anonymiser d'emblée. On n'a pas besoin de garder le lien avec l'individu plus longtemps que ça pour avoir les statistiques. Et puis, quand le projet lui-même est terminé, il y a peut-être des tas de données qui doivent être effacées. Alors ensuite, je rajoute, il y a parfois des formalités à faire avec la CNIL de déclaration, à moins d'avoir un délégué à la protection des données dans l'entreprise. Ça, c'est plutôt le cas pour les grosses structures. Donc, au final, il y a des moyens de le faire. Il y a des moyens aussi de se faire épauler par des professionnels qui connaissent bien la manière d'encadrer la chose. Le risque, c'est de se cacher derrière les complications juridiques pour ne rien faire, ou pour décider d'abandonner complètement le sujet en disant « Oula, c'est un terrain miné, en France, on ne peut pas faire tout ça, donc on ne fait rien ». En fait, il y a beaucoup de choses à faire de façon anonyme ou avec des prestataires qui savent bien gérer les contraintes juridiques. Et il y a Harmonie qui travaille pour Ubisoft qui voulait monter sur scène pour compléter cette partie de questions. Harmonie, est-ce que tu es là? Il faut que tu déverrouilles ton micro. Oui, bonjour. Est-ce que vous Bonjour. m'entendez bien? Merci de prendre la question. Je ne m'attendais pas à devoir parler. Vous aviez cité, Aurélie, des cas où les entreprises, où les collaborateurs ont une bonne perception de la diversité, même si elle n'est pas là de fait. Est-ce que vous avez aussi des cas inverses où les stats sont apparemment bonnes sur la diversité, mais où les collaborateurs ont une très mauvaise perception? Et dans ce cas-là, que faire pour y remédier?
Alors, j'ai pas d'exemple. Merci pour cette question. Hein. J'ai pas d'exemple. Ce serait génial d'ailleurs si toutes les boîtes avaient une super diversité et qu'on pensait qu'elles ne l'étaient pas. Non, j'ai pas d'exemple concret. Par contre, je peux vous donner un exemple que moi j'ai vécu. Moi, j'ai eu la chance de travailler 2 ans à Bloomberg à New York, qui est vraiment une entreprise formidable qui soutient les droits des LGBT et dans lequel en plus j'étais active en tant qu'alliée, ally. Et c'est vrai que Bloomberg dans les chiffres est une boîte extrêmement diverse. Que ce soit du point de vue du LGBT, de genre, d'ethnicité, de langue maternelle, etc., etc. Et qu'en fait, lorsqu'on voyait les chiffres, on était même étonné de voir le niveau. On savait, enfin moi je savais que Bloomberg était divers, il suffisait d'aller voir, de voir les gens qui nous entouraient, mais à ce point-là, je me disais qu'il y avait vraiment un effort de la part de l'entreprise pour diversifier et soutenir en tout cas les minorités apparentes pour les faire grandir et leur donner les mêmes opportunités de croissance au sein de l'entreprise. Et donc, c'est juste l'exemple, c'est-à-dire que je n'ai pas l'exemple complètement inverse, mais en tout cas, j'ai cet exemple où j'étais agréablement surprise de voir le niveau de diversité de Bloomberg qui était quand même très élevé. Voilà, donc j'étais agréablement surprise, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Julien. Julien, est-ce que tu nous entends? Tu voulais aussi poser une question. Il faut que tu déverrouille ton micro en bas à gauche de l'écran. Julien, il faudrait que tu déverrouilles ton micro. Est-ce que je peux le faire moi? Non, je ne peux pas. Julien, je suis désolée, on ne t'entend pas en fait. On peut peut-être lire. Bon, alors du coup, on va lire ta question. Donc, il y avait une question de Julien Petit à tous les conférenciers. Quid de l'inclusion, de la question des quotas, pardon. L'inclusion par algorithme semble l'approuver d'office. À ce moment-là, quid du seuil acceptable, ramené à l'image de la population globale à part égale? Moi, je veux bien répondre sur la question des quotas. Alors, pour raconter une petite histoire, c'est que moi, quand j'étais en France avant, je ne comprenais pas la politique des quotas. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, il y a 11 ans, j'ai compris ce que ça voulait dire et j'ai compris les effets que ça avait. Et en fait, le terme quota stricto sensu est en fait est anticonstitutionnel côté américain et côté France, et qu'en fait, ce qu'on fait, c'est pas véritablement d'appliquer des quotas, on vise des objectifs chiffrés, mais on peut pas dire on veut tant de pourcents de femmes, enfin, on peut pas dire ça, c'est pas légal. Par contre, on vise des objectifs chiffrés. Et en fait, c'est nécessaire, je pense, enfin, c'est mon avis, parce qu'en fait, on peut pas espérer changer les mentalités en se disant qu'on va passer des décennies à travailler sur les gens, et que parfois, il faut aussi avoir un coup de pouce sur les chiffres, en tout cas les objectifs chiffrés, de façon à pouvoir déclencher par un effet seuil le changement de mentalité chez les gens individuellement et collectivement. Et je pense que le plus bel exemple, et c'est ça qui m'a convaincue, c'est l'exemple du MIT où j'ai travaillé. Au MIT dans les années 90, donc l'MIT c'est une université purement technologique, ingénierie, maths, physique, enfin que des sciences. Et dans les années 90, ils ont décidé de mettre en place des objectifs chiffrés pour avoir 50% de filles, 50% de garçons à l'université. Voilà, donc ce qui était quand même… À l'époque, les universités à travers les États-Unis ont commencé à dire que c'était la fin du MIT, que le MIT ne serait plus aussi bon qu'avant s'il devait aller chercher des objectifs chiffrés de la sorte. Bon, quand on voit le dernier ranking, on peut dire que le MIT est toujours aussi bien placé. Qu'est-ce qu'a fait le MIT? Le MIT, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu une politique hyper dynamique de communication dans les lycées américains pour aller parler des sciences, pour aller parler des maths, de la physique, de la biologie, auprès des étudiants et des étudiantes en particulier, pour aller les attirer pour qu'elles puissent candidater naturellement au MIT. Résultat des courses, aujourd'hui, il n'y a plus d'objectifs chiffrés, puisque naturellement, en fait, les filles candidatent au MIT. Donc c'est juste pour montrer un exemple d'objectifs chiffrés qui peut amener ensuite à changer les mentalités et à faire que cette solution temporaire, en fait, après n'existe plus, mais elle a permis de changer les mentalités. Et donc c'est vrai que les gens qui sont contre les quotas ont tendance à dire oui, mais on discrimine les gens en faisant ça. Mais en fait, c'est plus difficile que ça. C'est faire fi des différences d'opportunités entre les gens en fonction de qui ils sont, d'où ils viennent. Et donc, c'est fondamental de garder ça en tête comme solution temporaire, en tout cas, pour déclencher le changement de mentalité. Et oui, je pense, et pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est intéressant aussi de vous poser la question à vous dans l'audience, si vous vous êtes déjà senti discriminé, traité différemment, et notamment les personnes LGBT+, qui nous écoutent ce soir, est-ce que vous avez l'impression d'être traité particulièrement
bien ou pas bien, ou en fonction de votre identité de genre, par exemple, par les algorithmes. Ça, ce serait intéressant pour nous d'avoir des retours là-dessus, sur la façon dont vous percevez et ressentez les choses. Donc, n'hésitez pas sur le chat à poser vos questions et puis on vous fera monter sur scène si vous le souhaitez. Je Oui, voudrais Sandrine, compléter pardon, juste tu allais dire quelque chose. Ouais, ce que disait Aurélie aussi, pour répondre à la question qui était posée sur le fait d'avoir un seuil acceptable par rapport à la population globale. Je pense que d'abord, l'entreprise, quelle qu'elle soit, elle doit refléter la société. Enfin, ça, c'est essentiel pour aussi correspondre, finalement, proposer des services et des offres qui correspondent à ce que veulent les personnes qui constituent la société. Donc, plus elle va être diversifiée, plus elle représentera la société et plus elle sera saine et plus elle sera durable. Après, une fois qu'on est sorti de là, l'essentiel, c'est aussi apporter de l'équité à tous les étages de l'entreprise, de l'organisation. Et c'est là que finalement, l'équité, c'est faire en sorte que chacun se dise qu'il peut progresser, quel qu'il soit et quel que soit son profil, de la même façon, et qu'on puisse avoir dans le top management aussi une vraie diversité, ce qui est un vrai sujet encore aujourd'hui qui nécessite d'être adressé. Ouais, je vais rebondir aussi sur ce que disaient et Aurélie et Sandrine sur le fait de ce qu'on a tendance à appeler à tort la discrimination positive, que je préfère le terme américain d'affirmative action, c'est-à-dire qu'on agit pour combler un delta qui n'est pas supportable et qui dure depuis trop longtemps. Et je pense que ça vient aussi de décisions de leaders. J'en ai un en exemple qui est, comme par hasard, mon patron IBM France, qui en quelques années a fait passer le nombre de femmes dans le COMEX d'une trentaine de pourcents à plus de 50%, mais pas juste dans des fonctions RH, marketing, etc. Aujourd'hui, 80% du business d'IBM France est porté par des femmes qui sont leaders de business unit. Ça, c'est vraiment de l'affirmative action. Et pour changer les mentalités d'un groupe, d'une entreprise, d'une organisation, ce genre d'exemple qui vient du haut, c'est pour moi la plus belle démonstration que ça marche. Et on peut le faire avec de la volonté et pas juste en suivant juste des courbes. Il faut à un moment forcer un peu le système ou hacker le système. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on fait. Cette période de confinement, elle a aussi permis à des mouvements associatifs. Je pense pour le coup, et là, on n'est pas sur l'initiative qui vient du haut, mais plutôt sur l'initiative qui vient des assos. De la base, hein. Je pense par exemple à Nous Toutes, qui, pendant ce confinement, a lancé une grande campagne de formation sur les violences faites aux femmes et qui a formé environ 10 000 personnes et sensibilisé 10 000 personnes à ce sujet. Et c'est vrai qu'on peut se dire que du coup, ces outils numériques, ils peuvent aussi nous permettre justement de casser les frontières, être partout en étant chez soi. Et je pense que pour le coup, il y a eu une utilisation, une récupération justement associative aussi qui a été intéressante. Je ne sais pas si l'un de vous veut réagir là-dessus. Mais, Alors moi, personnellement, j'ai suivi les 2 formations de Nous Toutes. Et je les ai redistribuées en interne parce que je trouvais ça absolument exceptionnel. Et la dernière formation qui a eu lieu le 30, là, il y avait 3600 participants. C'est juste fantastique. J'ai vraiment adoré et la forme, et le contenu, et le fait que ça ait touché autant de personnes. Et juste pour rebondir sur ce que dit Jean-Louis, la formation est hyper importante parce que moi, j'ai aussi suivi des formations quand je suis rentrée à Bloomberg ou par moi-même quand j'étais au MIT ou à Penn State. Et en fait, ça m'a permis de réaliser que déjà que j'étais une LGBT ally. Pourquoi ? Parce que les obstacles que je pouvais potentiellement rencontrer en tant que femme dans un milieu majoritairement masculin étaient similaires aux obstacles que les personnes issues du LGBT pouvaient aussi rencontrer. Et du coup, pour moi, c'était un révélateur parce que je pouvais du coup prendre conscience qu'en travaillant ensemble, on pouvait mieux aborder ces grands sujets et trouver des solutions qui fonctionneraient dans tous les cas en fait, de diversité, quels qu'ils soient. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a pratiqué aussi, c'est-à-dire qu'en mélangeant les personnes LGBT et les personnes alliées pour les formations leadership qu'on a fait sur nos personnes LGBT.
Et du coup, les personnes LGBT se sentent traitées de la même façon que les autres dans leur développement. Et en plus, les alliés se disent, bah, tiens, si je suis cette formation, je vais aussi devenir un meilleur allié. Et ça contribue effectivement à disséminer ces messages et à changer vraiment les mentalités. On avait peut-être une question de Nadim. Enfin, est-ce que Nadim souhaite monter sur scène pour, évoquer son témoignage? Sinon, je vous le Bonjour. reporte. Nadim, c'est bon? Tu es là? Tu nous C'est entends? moi. Vous m'entendez bien? Super, enchanté. Enchanté. Non, c'était plus une réaction en fait face à ce que vous disiez sur les questions de quotas et la différence avec l'affirmative action. Je vais me présenter assez rapidement. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Diversity Days, qui travaille dans l'inclusion numérique, et je suis également UX designer chez PwC. Je trouve que l'exemple de l'école 42 est assez intéressant puisque la nouvelle directrice Sophie Viget, quand elle est arrivée à la tête de cette école, elle a fait ce travail justement d'instaurer non pas une forme de quota, mais des objectifs chiffrés, en se disant que l'objectif, c'était d'aller ramener un vivier de femmes qui manquaient à l'école pour se présenter au concours de la piscine, qui est le concours de sélection de l'école 42 pour rentrer dans cette école de code. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a imposé, elle a mis en place cet objectif de 50% de femmes qui se présentent au concours, sans que ça vienne imposer un quota d'entrée, puisque le quota aurait pu avoir l'effet inverse que peuvent avoir les quotas, à savoir dévaloriser l'effort qui a été mis par toutes les personnes qui se présentent au concours en disant que finalement, ce n'est pas au mérite, mais au quota. Et je trouve que c'est un exemple assez intéressant pour rebondir sur. Nadim, c'est un excellent exemple. Et Sophie Viget, je pense qu'elle est remarquable. Enfin, on la connaît tous bien ici et c'est quelqu'un de remarquable et qui a tout compris, en fait. Elle part d'une politique dynamique pour aller recruter des filles, pour aller candidater et suivre la formation d'entrée. Et non aller mettre un quota strictement dessus. Et c'est là la force de l'affirmative action, en fait, pour moi. C'est la force et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à combattre, entre guillemets, les gens qui sont contre cette approche de chiffres, qui en fait vivent selon moi dans un monde de bisounours, mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà, donc je pense que c'est un excellent sujet et Sophie est, je pense, l'une des meilleures personnes pour tacler ce challenge à l'école 42. Et après, c'est un enjeu qui est assez intéressant, mais qui nécesse des efforts assez conséquents sur le fait d'aller justement recruter et motiver beaucoup plus de femmes, et qui aussi impose de s'attaquer à la racine du problème, à savoir quels sont les biais à la candidature, quels sont les processus finalement de l'autocensure, et qui est beaucoup plus intéressant que juste d'imposer. Exactement. Et c'est pour ça qu'on va chercher à essayer donc d'une part, à essayer de voir donc les biais à la candidature, mais aussi de voir les critères aussi à la candidature. Parce que certains critères sont eux-mêmes biaisés, on ne s'en rend pas compte. Et puis, c'est aussi revoir l'image de la discipline en question sur laquelle les jeunes sont évalués. Quelle est l'image de la discipline? Et si on change l'image de la discipline, on va pouvoir attirer naturellement plus de filles aussi. Donc, il y a plein de choses. En fait, de travailler comme ça permet de mettre en exergue tous les points sur lesquels on peut travailler individuellement et collectivement pour faire changer en fait, le chiffre. Et ce qu'elle a fait aussi et qui est très important, c'est adapter l'environnement aux femmes. Et aussi permettre à des femmes qui ne sont pas forcément issues de milieux favorisés, c'est un projet qui est en cours, de bâtir un hébergement en face de 42 pour faciliter aussi l'accès à des personnes qui viennent de milieux un peu plus défavorisés. Et je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds à 42, mais c'est quand même un peu austère. Hein. Et la piscine, le process de la piscine pour des femmes qui sont en charge de famille, c'est pas le top. Donc, il a fallu aménager aussi tout ça pour permettre l'environnement accueillant, inclusif, ça se travaille aussi. Oui, c'est ça. Il y a la diversité, recruter dans la diversité. Voilà, c'est recruter dans la diversité, c'est déjà une chose. C'est attirer des personnes dans la diversité, c'est un premier pas. Mais après, faire de l'inclusion et faire en sorte que ces personnes se sentent bien et restent, parce qu'aujourd'hui, dans les métiers de la tech, il y a quand même encore 90% d'hommes. Et c'est vrai que les femmes qui sont recrutées ont tendance aussi à partir assez rapidement, parce qu'elles, justement, elles ne sont pas dans des environnements qui vont les prendre en compte, dans lesquels elles vont se sentir aussi concernées
engagés. Et c'est ce super travail qu'a fait aussi Sophie avec l'école 42, qui est vraiment de travailler sur à la fois aller sélectionner des profils, mais aussi adapter l'environnement, le cadre d'études pour que les femmes aussi aient envie de continuer. Et les process RH. Et les process RH. Merci beaucoup, Nadim, d'être montée sur scène pour poser ta question. On avait Aliénor aussi qui souhaitait s'exprimer. Aliénor, est-ce que tu es avec nous? Oui, normalement, je suis là. C'est bon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci. Alors, ma question, je rebondissais un peu. On a entendu pas mal de choses sur lesquelles moi, je travaille depuis un petit moment, et notamment des mots clés particuliers. Je rebondis sur les derniers échanges sur l'inclusion. On n'a pas encore parlé de coming out, mais je pense que ça rentre dedans. On parle de diversité, d'équité, d'égalité. Et ma question était, effectivement, je pense qu'il faut être, comme vous venez de dire, dans l'affirmation et dans l'action de l'affirmation. Mais d'un autre côté, ce que je trouve compliqué, par exemple pour le côté LGBT, quand on parle de coming out, pour aucune autre diversité, on parle de coming out. Et ce qui veut dire que finalement, on se révèle. On affirme quelque chose comme si c'était quelque chose de pas bien et de tabou. Et donc, on sort de l'omerta. Donc, je trouve ça compliqué de devoir dire je fais mon coming out, alors que pas forcément, on est, point. Alors pourquoi il faut utiliser ce terme-là qu'on utilise sur aucune autre forme de diversité? Je parle notamment de neurodiversité, ce qui me concerne, sur le coming out qui me concerne, mais j'en ai pas fait. Ou de neurodiversité, on n'a pas encore parlé des enfants 10 ou des enfants atypiques ou des enfants zèbres, qui sont en plus potentiellement, dont le mien, qui peut-être va faire pas un coming out, mais qui aura une autre direction que la majorité des enfants. Tout ça pris aussi dans de l'inclusion. Donc, j'ai un problème avec ce terme d'inclusion parce que quelque part, l'inclusion, c'est aussi exclure d'autres. On n'inclura jamais tout le monde. Je pense que ce genre de terme-là est compliqué aussi. Donc, pourquoi continuer à parler de coming out? Je comprends très bien le pourquoi, et pourquoi ça a commencé, et pourquoi ça a été nécessaire. Mais quelque part, c'est comme si on devait affirmer quelque chose qui est tabou, casser une omerta, alors que la diversité est là. Et sur plein d'autres formes de diversité, on ne parle pas de coming out. Et le RH en entreprise, les profils atypiques, on en parle beaucoup en ce moment. On est très dans comment dirais-je, je vais rester soft, mais c'est bien d'en parler, de parler d'inclusion, de coming out, mais finalement, potentiellement, ça se réglera quand ce ne sera plus. Pourquoi parler de coming out? Voilà, on n'est pas en train de parler de choses pas bien ou sales, il n'y a pas d'omerta, c'est juste la diversité. Et c'est ça qui est terrible, de stigmatiser aussi ça par des termes de coming out ou d'inclusion, même si je suis dans ces termes et je les comprends absolument. Merci Aliénor. Alors, je peux rebondir parce qu'en fait, le mot coming out, ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas entendu. Donc, c'est marrant en fait, comme quoi ça dépend des cultures de chacun. Et je vais vous dire ça parce qu'en fait, moi, alors je disais, je parle de Bloomberg parce que pour moi, ça a été le MIT et Bloomberg. Bloomberg, c'est vraiment une boîte privée, ça a été un exemple pour moi d'inclusion. Parce que justement, il n'y a pas de coming out. C'est-à-dire que, alors je sais qu'en France, ça pourrait choquer, mais on a le droit de dire ouvertement à quelle communauté on appartient et on peut appartenir à plusieurs communautés. C'est pour ça que même moi, en étant hétérosexuelle, j'appartenais à la communauté LGBT en tant qu'allié. Et en fait, donc, à Bloomberg, ça se fait beaucoup aux États-Unis, il y a des communautés au sein de l'entreprise et on encourage les employés à aller aussi appartenir à au moins une autre communauté qui n'est pas la sienne. Par exemple, on peut appartenir, moi j'avais côtoyé la communauté hispanique. Des techs à Bloomberg. J'avais trouvé ça passionnant, j'avais appris plein de choses. Et donc en fait, l'inclusion, moi le coming out, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu daté, en tout cas dans ma culture aux États-Unis, puisqu'en fait, il n'y a pas de coming out. On est qui on est et il n'y a pas cette révélation à tout le monde, puisqu'en fait, naturellement, on appartient à LGBT, on appartient à LGBT en tant qu'ally, on appartient à la communauté hispanique, etc. Et moi, j'appartenais à la communauté aussi Women in Tech en tant que femme. Donc, il n'y a pas de révélation au sens coming out. Et après, en sens inclusion, l'inclusion, elle est vraiment... Je comprends, Aliénor, ce qu'elle exprime, en fait. C'est que c'est un mot qu'on aimerait ne plus l'utiliser. Mais en fait, je pense qu'il faut continuer à l'utiliser, en tout cas de façon temporaire, jusqu'au jour où on n'aura plus besoin de parler de ça, parce que tout le monde les différences seront incluses, quoi qu'il se passe, par défaut, sans même se poser la question des différences. Mais c'est important d'utiliser ce mot encore parce que le fait de parler d'inclusion, ça permet aussi de réaliser que les gens peuvent potentiellement être différents de nous et qu'il faut s'attacher à comprendre ces différences pour pouvoir naviguer avec eux ensemble dans un milieu professionnel, socio-professionnel. Et donc, pour moi, c'est fondamental de garder ce mot-là. Et encore une fois, alors je sais que je suis biaisée parce que j'ai appartenu à une boîte qui avait une superbe politique de diversité, mais par exemple de créer des communautés et d'encourager les employés à appartenir à une autre communauté que la sienne, c'est fondamental. Et je vous donne un exemple. La communauté Women in Tech de Bloomberg, il y avait genre 40% d'hommes.
Donc, c'est marrant. Donc, voilà. Donc, l'inclusion, c'est aussi essayer de découvrir une autre communauté. Et le terme communauté n'est pas mal en soi. Je veux dire, c'est notre identité aussi, quoi. Et c'est comme ça qu'on peut défendre nos droits et faire avancer les mentalités sociales. Si je peux rebondir sur le coming out, pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'avoir le choix de choisir ou non, de pouvoir parler de son week-end quand on parle avec ses collègues de son week-end, sans avoir à complètement éluder la question avec qui j'étais en week-end. Donc, ce n'est pas forcément une pression pour faire des grands déballages, mais c'est pouvoir être exactement au même plan d'égalité que ses collègues et de ne pas avoir à complètement masquer tout le pan de la vie privée qui, malgré tout, rentre dans la discussion quotidienne et dans les relations qu'on a avec les autres. Donc, c'est je pense, créer l'environnement qui permette à ceux, s'ils le souhaitent, de parler librement au moment où ils le décideront, et peut-être jamais, mais en tout cas, que en tout cas, l'environnement de travail ne soit pas là un frein. Favorable. Ouais, je pense que ça, c'est critique, ne serait-ce que pour ce qu'on appelle la psychological safety, pour se sentir c'est la confiance, tranquille et ne pas passer son temps à cogiter sur est-ce que je ne peux pas révéler quelque chose dans la phrase, etc. Donc, c'est aussi tranquilliser les gens sur le fait que quoi que vous disiez, ce serait OK. Et après, vous pouvez choisir de ne pas en parler aussi. Et sur l'inclusion, pardon. Non, j'allais proposer à François de monter sur scène pour poser une question. Je crois qu'il est déjà là. Oui, bonjour, François Devazière à l'appareil. Bonjour. Je voulais vous dire que j'aime beaucoup ce que vous témoignez tous et toutes, très en phase avec tout ce qui a été dit sur la mesure. Sans mesure, on ne peut rien faire. Je me présente, en fait, j'étais ex-DRH chez L'Oréal, où j'ai eu l'opportunité d'être DRH aux États-Unis, DRH en France et au niveau du groupe, et j'ai piloté le recrutement du groupe L'Oréal. Donc, toutes ces questions de diversité, d'équilibre étaient éminemment importantes. Et effectivement, sans outil de mesure, que ce soit sur la parité homme-femme, que ce soit sur d'autres types de diversité, c'est vrai qu'on a plus d'outils de mesure quand on travaille dans les environnements anglo-saxons qu'en France, on peut agir. Maintenant, l'énorme ennemi, et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Jean-Louis sur le sujet de ces politiques-là, quand on décide d'être proactif, c'est de pouvoir être taxé de discrimination positive. Et là, la solution, c'est exactement ce que Jean-Louis disait, c'est-à-dire qu'il faut absolument convaincre qu'il ne s'agit pas d'assouplir, d'amoindrir des critères de sélection, mais c'est plus d'agir sur ce que les techniciens appellent le sourcing, c'est-à-dire aller chercher, aller convaincre les populations sur les groupes de diversité que vous cherchez à travailler, de venir postuler chez vous. Typiquement, quand on est sur le sujet homme-femme, qu'on s'aperçoit qu'on reçoit trop de candidatures féminines ou masculines dans certains contextes, c'est d'aller convaincre dans les écoles, dans les forums où on peut trouver des femmes ou des hommes, de venir postuler chez vous, que ce soit chez IBM, chez L'Oréal ou dans d'autres trucs, et dans d'autres sociétés. Et aujourd'hui, éminemment acteur sur le sujet pour travailler à ce que plus de femmes arrivent sur des postes de direction, parce que surtout en France, on est quand même très loin avec aucune femme PDG d'une boîte du CAC 40. Il y a encore beaucoup à faire, et je pense qu'il faut absolument qu'on soit tous arc-boutés à se battre sur le fait que ce ne sont pas les critères qu'on change. La qualité reste la même, parce qu'on recrutera au final le ou la candidate qui a le plus d'assets pour arriver sur le poste, en arrivant à attaquer les tabous, attaquer l'autocensure et faire qu'il y ait plus de candidatures sur ces postes-là. Je trouve que tout à l'heure, Sandrine a dit quelque chose de très pertinent là-dessus, c'est que si ce n'est pas vu comme un objectif pour que l'entreprise ait de meilleures performances, et si c'est vu uniquement comme quelque chose qui a une valeur morale, c'est difficile pour les recruteurs, par exemple, ou les personnes qui ont besoin de recruter, d'accepter que peut-être que le processus va prendre plus de temps et que c'est un investissement utile et que c'est un temps qu'il faut consacrer pour élargir le champ de la recherche, etc. Parce que souvent, aller chercher des candidats vite et de façon très efficace, ça veut dire aller vers les sources les plus évidentes et justement complètement zapper d'autres pools de talents. Du coup, il faut partir de l'objectif qui est pourquoi ça vaut la peine d'y passer plus de temps, d'élargir, d'investir aussi, ça a un coût,
Mais au final, c'est un investissement qui a un retour également sur le Tout à fait ce que tu dis, Yoram. Excuse-moi, Jean-Louis, j'allais te donner la parole justement pour justement parler de cette troisième partie qu'on voulait évoquer un peu sur les sujets de formation et de comment justement on amène les talents, et notamment via la tech, à justement se former et s'inclure. Et je sais que IBM est très impliqué sur les questions de formation. Donc, je voulais justement donner la parole à Jean-Louis pour que tu nous expliques un peu comment vous travaillez ces sujets-là. Alors, juste pour terminer, je pense que pour clore sur le point précédent, effectivement, ça veut dire aussi qu'il y ait plus de personnes issues de la diversité dans les RH et qu'on essaie que les décisions d'embauche se fassent non pas par une seule personne, mais peut-être une équipe. Et je pense que ça aussi, les équipes avec les différents points de vue, c'est pas the best person for the job, mais the best person for the team, peut-être. Et dans ces cas-là, l'équipe a quelque chose à dire. Et avec ces différents points de vue, je pense qu'on peut arriver, Yoram parlait de temps d'adaptation, si on inclut les personnes avec lesquelles elle doit travailler, je pense qu'on peut arriver à quelque chose d'un petit peu plus, de raccourcir ce temps d'adaptation. Voilà, et de gagner en efficacité dans les recrutements aussi. Mais l'équipe elle-même doit être formée du coup au sujet d'inclusion, c'est d'ailleurs ce que permet Mixity aussi, et ce qui permet de reboucler avec ce sujet aussi de formation et de sensibilisation des équipes sur ces sujets-là. Oui. Je pense que là aussi, il faut, sur la formation, déjà, c'est quelque chose qui fait partie de la formation d'onboarding. Quand les gens rentrent chez IBM, ils ont une formation sur la diversité. Quand les nouveaux managers, effectivement, ont aussi une formation sur le sujet. Et périodiquement, comme on a des outils, là aussi basés sur l'intelligence artificielle, qui permettent d'orienter aussi les carrières vis-à-vis à la fois des besoins en compétences, mais aussi de vérifier que les managers ont eu une piqûre de rappel peut-être tous les 3, 4 ou 5 ans, selon les sujets, et la diversité en est un. Donc, c'est aussi une des façons qu'on a de stimuler et de provoquer un petit peu cette formation, sachant que dans le parcours et l'évaluation, cette formation, effectivement, est reliée avec nos outils d'évaluation, et quelqu'un qui n'est pas performant dans ce domaine-là, qui n'a pas eu son quota à la fois de formation, mais aussi à partir d'un certain niveau de management, d'engagement sur des actions concrètes, c'est pas très bon pour sa progression. Donc la formation, c'est vraiment quelque chose qu'on doit retravailler. Alors avec des formations qu'on peut faire en interne, mais aussi, et comme le disait aussi Aurélie, c'est aller se confronter aussi avec d'autres cultures, avec d'autres environnements. À chaque fois qu'on va faire ça, on va travailler aussi sur sa plasticité cérébrale à appréhender le changement. Et ça, pour l'entreprise, c'est juste capital. Donc, à chaque fois qu'on se confronte avec quelque chose d'inconnu, et c'est quelque chose chez les esprits un peu moins ouverts qu'on a tendance à rester un petit peu sur ses acquis, quand on est un peu forcé à aller sur soit avec des engagements internes, soit des engagements externes, aller se confronter avec des environnements avec lesquels on n'est pas familier, je pense que ça nous aide aussi à travailler cette plasticité. Mais la formation, elle est essentielle pour éviter les discriminations, en complément effectivement des procédures ou des process RH qui permet de limiter les discriminations ou quand elles apparaissent, d'avoir le bon process et que les process conduisent effectivement à des sanctions qui soient dans les textes mais qui soient appliquées aussi. Parce que si ça ne va pas jusqu'au bout, tout le discours, toute la stratégie et tout ce qu'on engage dessus, ça ne veut plus rien dire. Je veux bien compléter ce que tu dis, Jean-Louis, juste pour préciser que la loi demande aux entreprises de plus de 300 collaborateurs de former ces équipes à minima tous les 5 ans sur justement la non-discrimination. Donc ça, c'est voilà, une demande qui est faite aux entreprises. Mais pour aller plus loin, ce que je voudrais compléter, et je suis complètement en phase avec Jean-Louis, c'est que au-delà de former tous les 5 ans ces équipes, c'est prendre en compte le fait que des biais, les biais inconscients, on en a tous différemment, et ces biais, ils ne sont pas fixés sur un temps donné. Enfin, on peut faire une formation, prendre conscience de ces biais,
Et puis, avoir d'autres biais qui arrivent parce qu'on vit des choses, on évolue dans notre parcours. Et en fait, on a d'autres biais qui peuvent s'imposer à nous n'importe quand et tout au long de notre vie. Donc, en fait, finalement, le besoin d'identifier ces biais, d'en prendre conscience et d'être formé et d'être accompagné là-dessus, il devrait être de façon continue assez régulièrement parce que c'est vraiment un sujet, enfin, on fonctionne tous, notre cerveau fonctionne avec des stéréotypes et donc on est forcément sur des comportements ou des attitudes qui peuvent générer des discriminations, des biais qui sont non conscients évidemment, mais il y a un vrai besoin finalement d'accompagner ce sujet-là et c'est clé, hein, c'est vraiment un des points principaux des organisations sur comment je fais davantage de diversité, d'inclusion. Alors aux États-Unis, pour répondre tout à l'heure sur le sujet de l'inclusion, on commence à dire plutôt la diversité et l'équité, justement pour parler de cette notion d'égalité des chances, d'équité qui est très importante pour les personnes qui vivent ensemble dans une organisation. Je vous remercie à tous. Donc, ça fait 1 heure que nous échangeons. Je vous propose à tous de dire un petit mot pour conclure, si on peut vraiment conclure ce genre de discussion, je ne pense pas. Enfin, est-ce que chacun d'entre vous peut ajouter des éléments dont il n'a pas encore parlé et dont il ou elle souhaite nous faire part? Aurélie, peut-être. Écoute, moi j'ai un truc, alors je vais le redire, hein, pardon, mais pour moi c'est tellement important et que c'est quelque chose que je ne vois pas assez en France et que je vois beaucoup, en tout cas dans les endroits dans lesquels j'ai navigué et dans lesquels je navigue toujours aux États-Unis, qui sont sûrement des endroits particuliers, privilégiés, hein, j'entends bien, c'est de se forcer, en tout cas, pour reprendre ce que dit Jean-Louis aussi, de se forcer à aller vers d'autres communautés. Et j'insiste sur le mot communauté parce que ce n'est pas péjoratif pour moi. C'est-à-dire d'aller... soyez un LGBT ally, allez découvrir la communauté LGBT, allez découvrir les communautés, il y a sûrement en France des communautés de Black Women in Tech, il y a sûrement des communautés, parce qu'en fait, pour moi, ça a été vraiment un moyen d'aller trouver des solutions à mes propres, pas problèmes, mais des questions que j'avais en tout cas, vraiment. Et ça m'a permis aussi de proposer aussi des solutions à ces communautés. Donc vraiment, moi, j'encourage vraiment, parce que l'inclusion, c'est ça aussi, c'est d'aller inclure les gens qui ne sont pas d'une communauté dans la communauté. Et la communauté LGBT est pour moi la plus importante, en tout cas celle qui est la plus visible, la plus dynamique, la plus active. Et j'encourage vraiment les gens à aller se rapprocher de cette communauté, d'aller voir ce qui se fait et d'être actifs même. Et ça va de plein de manières différentes, hein. Ça peut être à travers une discussion avec son voisin, avec un ami, avec un collègue. Les outils de la tech facilitent beaucoup ça aussi. Oui, aussi. Le rapprochement avec d'autres communautés. C'est vrai que c'est un des grands bienfaits de ce type d'outils. Tout à fait. Et donc moi, je conseille aux gens de le faire, d'aller voir d'autres communautés, d'aller voir des gens différents de façon proactive pour découvrir d'autres environnements et des solutions similaires. Moi, j'ai un petit mot peut-être à rajouter. Le cadre de travail dont parlait Yoram tout à l'heure, je pense qu'on est au sein des organisations, on en est tous co-responsables. Ce n'est pas juste une histoire de RH, ce n'est pas juste une histoire de direction, c'est l'affaire de chacun d'aller vers l'autre, hein, quel qu'il soit, quelle que soit sa différence, mais aussi d'être là en garant de la qualité de ce travail et utiliser les procédures qui existent au niveau RH pour remonter effectivement toutes les alertes. Tous ces bruits faibles qui pourrissent en fait ce cadre de travail et qui nous desservent tous. Donc j'aime bien à la fois cette notion de co-construction de cet espace, mais aussi de co-responsabilité. Merci beaucoup Jean-Louis. Sandrine, tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que moi je crois beaucoup au pouvoir des représentations et je pense que la tech a un vrai rôle à jouer là-dedans. Donc, je suis vraiment persuadée qu'on peut faire une tech responsable et inclusive. Je voudrais juste citer un exemple que je trouve très intéressant, qui est, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la voix, des assistants vocaux qu'on utilise plus ou moins chacun et qui vont rentrer de plus en plus dans notre quotidien. Et donc, il y a un groupe de chercheurs danois qui a créé Q, qui est une voix neutre, un assistant vocal neutre,
justement pour aller vers l'anti-représentation d'un genre spécifique. Et je trouve que cette démarche, elle est vraiment intéressante et que justement, ça montre bien que la tech peut s'emparer de ces sujets et qu'on peut trouver des solutions aussi pour progresser et être plus dans l'équité, l'inclusion, avec cette prise en compte vraiment de ce sujet voilà, dans tout ce qu'on conçoit, dans les solutions qu'on va développer pour demain. Merci beaucoup, Yoram. Tu as le mot de la fin. Oh là là, quelle responsabilité. Alors, déjà, beaucoup a été dit. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, on peut toujours trouver des raisons de ne pas agir. On peut dire qu'il y a des obstacles physiques, ce n'est pas dans notre culture ici de faire comme ça, ou le communautarisme. Et en réalité, ça peut être aussi une façon de nier les vrais besoins, les vraies discriminations dont souffrent des personnes. Donc, finalement, le message que je retiens, c'est qu'il faut faire preuve d'audace, dépasser. En fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire sans briser des tabous, sans violer la vie privée des uns des autres ou sans violer la loi. Et donc, il faut des acteurs engagés pour occuper le terrain, en parler déjà, comme on le fait ce soir, pas avoir peur, pas essayer d'éviter le sujet. Et au final, je pense qu'on peut le faire à notre manière. On n'est pas obligé de calquer un modèle d'ailleurs, mais c'est à nous d'inventer les solutions. Merci beaucoup. Merci, un grand merci à tous les quatre. Merci à tous ceux qui étaient dans l'audience avec nous. C'était vraiment, je pense que la discussion était vraiment très intéressante et qu'on aura l'occasion de revenir évidemment sur ces sujets, et notamment sur le sujet de la tech et de l'inclusion. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plusieurs fois. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres volets. On refera des webinaires aussi de façon régulière, même justement post-confinement. Je tiens à remercier tout particulièrement Hamida Sani et Julien Demangel qui ont aidé à l'organisation de ce webinaire. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Voilà. J'en profite pour saluer toute l'équipe de TETU et de TETU Connect et remercier tous nos partenaires. Et je vous dis à très, très bientôt. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir.